Ce fut un mois particulièrement intéressant du côté de mes expériences ludiques. Mais surtout, je pense bien que j'ai trouvé mon coup de cœur de 2020. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'École du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le Quad 9 du mois de novembre. Alors novembre a été un mois un peu spécial parce que j'ai eu l'occasion de jouer à énormément de jeux. Donc ce mois-ci, j'ai eu beaucoup d'expériences différentes. J'ai joué 33 parties de 17 jeux différents et là-dedans, il y en a 14 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, beaucoup de choses à vous raconter, mais surtout un énorme coup de cœur, probablement un de mes jeux favoris de 2020. Mais là, je prends un petit bémol pour vous expliquer un peu, faire un retour sur ma résolution ludique. Alors, au mois de janvier, j'ai pris la résolution ludique de ne plus avoir aucun jeu non joués dans ma collection. Donc, des jeux que j'avais en ma possession et que je n'avais jamais joué. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je donne un coup là-dedans. J'avais 42 jeux à ce moment-là qui n'étaient pas joués. Là, c'est certain que pendant l'année, on en acquiert beaucoup. Donc, j'ai regardé ça vite et j'ai plus de 75 nouveaux jeux qui ont rentré dans ma collection. Donc, en plus des 42 à l'origine, tous ces jeux-là qui s'accumulent comme ça. Mais je veux pas faire pitié parce que j'aime ça, essayer énormément de jeux différents. Donc, je trouve ça très agréable d'avoir la chance de pouvoir essayer autant de jeux différents et c'est certain que j'ai aussi une consommation ludique anormale. Mais là, je travaillais fort là-dessus et là, bon, la pandémie, c'est certain que ça n'a pas aidé toute la situation, mais là, je travaille fort à essayer de sortir. Donc, le peu d'occasions que j'ai de pouvoir sortir des jeux, je m'organise pour essayer de sortir des jeux qui font partie de ma liste des non-joués. Alors, j'ai essayé justement beaucoup de parties et là, je suis maintenant rendu à 5 jeux non joués. Donc, 5 jeux que je vais devoir essayer de jouer d'ici la fin de l'année pour réussir ma résolution. Je pense que je vais mettre la pédale douce sur les acquisitions pour essayer de réussir ma résolution ludique parce que JP ne me croyait pas capable et j'ai travaillé très fort pour pouvoir réussir cette petite résolution-là. Donc, en vérité, souvent, c'est une belle excuse pour pouvoir essayer un paquet de nouveaux jeux et justement faire le tour des jeux de ma collection. C'est certain aussi que là, je vais devoir bientôt faire une petite purge de vendre quelques jeux parce que là, je commence à manquer totalement d'espace. Mais là, on va y aller immédiatement avec mes expériences ludiques du mois. Donc, je commence immédiatement avec un jeu qui s'appelle Aquatica. Donc, je crois que le jeu en version française s'appelle Atlante. C'est un jeu qui vient tout juste d'arriver de ce côté-ci de l'océan. Nos cousins européens l'avaient déjà en leur possession depuis déjà un petit bout de temps, mais il vient tout juste d'arriver ici. Alors, j'ai joué quelques parties seulement, principalement en solo. J'ai trouvé ça intéressant, le concept, parce que moi, quand on parle de tableau builder, engine builder, c'est des concepts ludiques qui me plaisent beaucoup. Et là, dans Aquatica, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir recruter des cartes pour les placer sur notre plateau. Et tout se tourne autour du plateau de jeu. J'ai trouvé ça très ingénieux parce que le plateau a une encavure pour placer les cartes. Et lorsqu'on va recruter une carte, qu'on va aller la chercher, on va la placer sur notre plateau. Et là, il y a des petites cases. Donc, en bas des cartes du côté gauche, il y a des petites catégories. Et là, on va glisser la carte jusqu'à temps qu'on tombe au premier icône. Parce que ça, c'est des habilités. Donc, les icônes vont pouvoir servir donc, pour acheter des cartes, pour pouvoir faire marquer des points avec, bref, scorer les cartes comme ça. Et là, chaque fois qu'on va l'utiliser, on va la rentrer un petit peu plus loin pour montrer le prochain icône. Et là, des fois, il va y avoir des icônes qui vont être vides. On va devoir utiliser d'autres cartes pour pouvoir les bouger. Mais lorsque les cartes vont être complètement au bout, on va pouvoir utiliser une icône spéciale pour justement marquer des points. Donc, on va prendre ces cartes-là et on va les mettre dans notre pile de score. Et c'est uniquement les cartes dans notre pile de score qui vont marquer des points à la fin de la partie. Et j'ai trouvé ça très ingénieux parce que c'est pas un jeu très complexe. C'est pas un jeu très compliqué, très long, mais j'aime ce qu'il apporte. Parce qu'à la base, on a des cartes dans nos mains et on va jouer une carte qui va nous permettre de pouvoir faire un effet. Donc, les cartes sont des actions, que ce soit de recruter une carte, d'aller chercher des nouvelles localisations, recruter des joueurs, des personnages. On a également des petites Raymanta, des Manta Rays qui servent pour pouvoir nous donner des petits bonus, donc des petites mantes, des petites raies en fait, pardon. Donc les raies, on va pouvoir les retourner pour pouvoir faire des habilités, des choses comme ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le concept de placement de cartes, de gestion qu'on va faire, d'action. Lorsqu'on fait un achat, on peut utiliser les cartes pour pouvoir donner de l'argent, des bonus comme ça. Et j'ai trouvé que c'était très bien pensé. C'est certain que c'est peut-être pas le jeu le plus profond qu'il y a, mais il y a déjà une extension qui est annoncée. Puis c'est un jeu que je trouve qui amène des concepts intéressants. Donc, et le fait que ce soit pas
ultra compliqué non plus, fait en sorte que c'est plus accessible et c'est facile à sortir sur la table. Donc, un jeu à surveiller. De notre côté, on vient juste de l'avoir, mais j'ai bien apprécié mon expérience de jeu. Je continue avec Cloud City. Alors, Cloud City est un petit jeu de placement de tuiles où on va devoir gérer une ville. Et là, l'aspect 3 dimensions est très prenante. Le visuel est très joli. On regarde, c'est très tape à l'œil. Donc, on va devoir faire une grille de 3 par 3 où on va devoir placer justement des tuiles. Là, sur les tuiles, il y a des bâtiments de différentes grandeurs. Il y a trois grandeurs de bâtiments. Et le but, c'est de faire des chemins entre les bâtiments parce qu'il y a des petites encavures au niveau en haut. Et là, lorsqu'on va avoir deux bâtiments de la même hauteur, on va devoir placer un skyway qu'on appelle une passerelle aérienne. Et là, ces passerelles-là vont nous marquer des points. Donc, il faut faire attention parce que si on place un bâtiment trop élevé entre deux moyens, on ne pourra plus placer de passerelle, on ne pourra pas placer de tuiles. Donc, c'est vraiment un puzzle de gestion spatiale. Et moi, c'est le genre de jeu qui me plaît énormément. Ces petits puzzles-là, là, il y a un petit quelque chose de très intéressant tout le temps qui me plaît beaucoup avec ces jeux-là. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je continue avec un jeu, et là ça me surprend parce que je dirais que les Roll and Write ont eu un gros buzz il y a 2 ans. Donc beaucoup de jeux, très futé est sorti, ça a fait un gros buzz. Et là, il y a énormément de jeux qui sont sortis, qui utilisaient ces concepts-là. Mais là, trop. À un moment donné, j'étais plus capable. Trop de Roll and Write à toutes les sauces. Les gens essayent de faire leur petite version et c'est pas nécessairement tout le temps excellent. Cette fois-ci, je vous parle de Floor Plan. Floor Plan est un Roll and Write. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui est intéressant, c'est le thème. Et là, le jeu a beaucoup de similitudes un peu avec Welcome to, parce qu'en même temps, c'est la même compagnie qui le fait. Mais là, ce qu'on va voir, c'est qu'on a un dessin technique à faire. On se prend pour des architectes. Et là, on va brasser des dés. Là, tous les joueurs jouent sur les mêmes dés. Donc, il y a vraiment, on peut jouer de 1 à 100 joueurs. Les parties peuvent être très générales. Il va y avoir des façons de faire des points qui vont être disponibles pour tous les joueurs. Et là, tous les joueurs vont devoir se baser sur ces façons différentes de faire des points-là pour justement tenter de remporter la partie. Et là, lorsqu'on va tirer les dés, on va avoir deux dés. Et là, on peut soit utiliser les dés pour faire une pièce. Et là, les pièces sont numérotées de 1 à 6. Donc, ça se peut que ce soit un salon, une cuisine, une salle à manger, des choses comme ça. Et là, on va devoir faire la pièce de la grandeur des dés. Donc, si, exemple, j'aurais un 4 et un 6, j'aurais le choix de faire soit le 4 ou le 6. Donc, c'est la cuisine ou une salle de repos. Et là, on va avoir le choix et on va devoir faire une pièce de 4 par 6 sur notre petit dessin quadrillé. Parce que oui, c'est un dessin quadrillé, un dessin technique qu'on va devoir faire. Sinon, à la place de placer des pièces, on va pouvoir placer des features qu'on appelle. Donc, des choses supplémentaires. Que ce soit des fenêtres, que ce soit des portes, que ce soit des petites roches dehors, un deck à l'extérieur, des fournitures de bureaux ou de meubles qu'on va avoir. Et là, encore une fois, les dés vont nous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, par exemple, si on a un 2, on peut placer les portes, et là, on peut placer 2 portes. On place ça sur notre petit dessin. Si on a 6, on peut placer des roches. Et là, nos 2 dés, on va faire les 2 dés pour pouvoir faire les features. En gros, c'est un roll and write très simple, mais je pense que le thème vient vraiment élever le jeu. Un dessin technique d'architecte, c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup. C'est pas un jeu complexe, c'est un jeu très accessible, et j'ai vraiment aimé le thème. Je pense que c'est ça qui m'a fait en sorte que c'est un roll and write qui a la cote de ces temps-ci. Je continue avec un gros jeu, et là, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, The Gallerist. The Gallerist faisait partie de ma collection depuis un bout de temps. J'avais pas eu l'occasion encore de jouer, j'avais pas eu la motivation et le coup de pied aux fesses de pouvoir le faire, et je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, justement, à cause de mon super challenge. Donc, vous voyez où ça a du bien. Je me suis attaqué à The Gallerist. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà fait une présentation du jeu. J'ai tenté de faire une synthèse du jeu en à peu près 12 minutes. C'est certain que je vous explique pas toutes les règles, mais je voulais parler un peu également de mon expérience de jeu, parce que j'ai joué une partie, et là, je vais faire un petit résumé. C'est un design absolument incroyable, un thème magnifique, des concepts ludiques qui sont incroyables. Le jeu est bien pensé. Mais j'ai pas eu tant de plaisir que ça. Et ça, c'est quelque chose qui revient avec les Lacerda. Vital Lacerda est un designer très connu et très réputé pour ses jeux de qualité. Des jeux qui sont complets, une belle présentation, des concepts, mécanismes qui vont très bien ensemble. Mais même si c'était un chef-d'œuvre de génie de design, j'ai pas eu de plaisir. C'était vouloir montrer son savoir-faire. Et c'est correct, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Il y a beaucoup de jeux qui aiment ces jeux, et c'est des jeux qui gagnent à être rejoués souvent. Et moi, étant donné que j'ai pas l'occasion de rejouer souvent ces jeux-là, j'aurais pas envie de passer 1 heure à l'expliquer à quelqu'un pour qu'on joue une partie et ensuite que le jeu retourne dans mon étagère. Donc, j'ai utilisé un terme qui m'a fait un peu rire. C'est de la pédanterie ludique. Donc, c'est montrer qu'on est intelligent en faisant un design très complet, très complexe, très ça, mais au détriment de mon plaisir de jeu. Donc, c'est mon opinion personnelle sur The Gallerist. Malheureusement,
c'était pas pour moi, faut croire. Je continue avec un petit jeu qui s'appelle Infinity Gauntlet, A Love Letter Game. Et là, quand j'ai vu ça, c'est Marvel, intérêt, mais c'est Love Letter. Et là, Love Letter a été fait à toutes les sauces. Love Letter, Batman, Cthulhu, tout le monde a voulu sortir de la version de Love Letter. Et à première vue, on peut avoir l'impression que c'est juste simplement un reskin, donc une version de Love Letter avec des personnages de Marvel. Mais non, le jeu est inspiré de Love Letter, mais c'est pas le même designer, et même le designer est très gentil parce qu'il donne le crédit de Love Letter. Le concept général est là. On a des cartes dans nos mains, ils ont des chiffres. Lorsqu'on va jouer exemple 1, on va appeler une carte, et là, si l'autre joueur a la carte, il va l'acheter. Mais ce qui est intéressant avec Infinity Gauntlet, c'est que c'est un one versus all, donc tous les joueurs contre une personne. Donc, il y a un méchant qui est Thanos, qui va jouer contre tout le monde. Donc, tout le monde doit essayer de vaincre Thanos, et Thanos doit essayer de descendre les points de vie du groupe, donc des gentils. J'ai trouvé ça plus intéressant que Love Letter, parce que c'est rafraîchissant. Certain que c'est un thème de Marvel, ça me plaît beaucoup, ça m'appelle beaucoup, mais j'ai trouvé que le jeu était bien pensé, c'est le fun. On a joué, certains, pas énormément de joueurs, ça se fait assez mince, les occasions de pouvoir jouer en groupe, disons, avec toutes les restrictions sociales qu'on a présentement, mais j'ai pu jouer en famille, j'ai trouvé ça sympathique, c'est un bon petit jeu, ça prend l'essence même de Love Letter, mais ça donne un petit cachet très très intéressant, donc un petit jeu à surveiller, surtout qu'il vient dans une toute petite pochette, et c'est vraiment portatif, est vraiment super. Je continue avec un autre jeu euro que j'avais très hâte d'essayer, qui était dans ma collection, qui s'appelle The Magnificent. The Magnificent est un jeu où on va incarner un propriétaire de cirque, de fêtes foraines, des choses comme ça. On va devoir recruter des gens qui vont faire des performances de cirque, si on veut, des artistes, des choses comme ça, principalement des illusionnistes, des magiciens, des affaires comme ça. Et c'est un jeu euro très élégant. Donc le visuel est très beau, c'est noir, c'est d'une élégance incroyable. Je trouve même la boîte, le matériel, c'est vraiment de toute beauté. Mais là, dans The Magnificent, il y a plusieurs éléments. Donc, comme tout bon jeu euro, il utilise beaucoup d'éléments qui vont être placés là de manière à optimiser. Donc, à la base, c'est un jeu de dice drafting, donc on va drafter des dés, et avec ces dés-là, on va devoir réaliser des actions. Et là, c'est quelque chose en général pour les euros. J'aime les jeux euro, mais je me rends compte que je commence à être de plus en plus difficile parce que c'est pas des jeux que j'ai l'occasion de sortir souvent nécessairement. Et dans le cas de Magnificent, on a exactement 12 actions pendant toute la partie. Donc oui, c'est un puzzle d'optimisation parce qu'on veut essayer de placer des tuiles sur notre placement de notre campement pour pouvoir réaliser des actions, faire des bonus, faire des points. Mais on va également devoir recruter des posters pour pouvoir faire des performances aussi et devoir essayer de retirer des ressources, des choses comme ça, gérer des cristals qui servent d'employés, qui vont donner des bonus. Et là, il y a beaucoup de choses qui viennent ensemble. Et on n'a pas le temps de rien faire parce qu'on a 12 actions. Donc, c'est certain, j'ai pas joué à plusieurs joueurs, j'ai joué en solo, mais j'ai trouvé que c'était très constructif. Et là, constructif, ça me dérange pas. J'aime Agricola, je trouve que c'est un jeu que, malgré le fait que ça commence à bien aller, la partie est finie, mais dans le cas de Magnificent, j'ai eu l'impression de rien accomplir. J'ai eu l'impression de jouer et de faire le mieux que je pouvais avec 12 actions, mais savez-vous quoi, c'est ça le jeu. Le jeu se cache pas non plus en arrière de quoi que ce soit. C'est un puzzle d'optimisation, très euro. Quand on enlève le thème, ça devient très dry, qu'on appelle sec, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que c'est des bons concepts ludiques. Mais, encore une fois, un peu comme The Gallerist, c'est juste que le jeu j'ai pas particulièrement apprécié ma partie. C'était très mécanique, je faisais les actions, et encore une fois, c'est basé sur une seule partie. Donc, si on joue souvent, à un moment donné, ça devient plus naturel, on se casse un peu moins la tête à vouloir essayer de faire ça, et on sait opter vers une stratégie en jouant une ou deux parties d'un jeu. C'est pas nécessairement ça qui va me faire apprécier le jeu. Mais encore une fois, il y a tellement de jeux intéressants que j'ai pas nécessairement envie de pousser un peu, de dire « Ah non, mais c'est vraiment bon, tu devrais rejouer et rejouer et rejouer. » Je dirais qu'il y a d'autres jeux qui sont là dans l'univers ludique, et c'est pour cette raison que The Magnificent risque de partir éventuellement. Je continue avec une réception de Kickstarter que j'avais reçue d'un jeu qui s'appelle Pacific Rails. Pacific Rails utilise des concepts intéressants. C'est un jeu qui utilise beaucoup de concepts connus, mais qui trouve le moyen de faire ça un peu différemment. C'est un jeu de placement d'ouvriers où on va devoir générer un réseau routier, donc un réseau ferroviaire routier. On va devoir placer des villes, placer justement des petits télégraphes, des petits poteaux de téléphone qu'on va placer au courant et placer des tuiles, parce qu'à la base, on va placer justement ces tuiles-là pour créer un réseau routier. La partie va se terminer d'ailleurs quand on va réussir à rejoindre l'Est et l'Ouest, parce que c'est justement en honneur du réseau ferroviaire qui a rejoint le Pacifique
Pacifique. C'était, je pense, le 125e anniversaire de tout ça. Je ne m'avancerai pas trop sur les dates. Mais ça fait en sorte que c'est ça le concept du jeu. J'ai trouvé ça très, très intéressant parce que la manière que ça fonctionne, quand on va placer nos ouvriers, il y a 9 actions, il y a un cadrage de 9 actions. Et lorsqu'on va placer nos ouvriers, on va le placer entre 2 actions, donc sur le chemin si on veut. Et là, on va pouvoir sélectionner l'action qu'on veut réaliser, mais l'action va être bonifiée pour les autres ouvriers de notre couleur qui se trouvent en périphérie de cette case d'action-là. Donc, ça nous permet de pouvoir faire des petits boosts comme ça, essayer de placer nos ouvriers. On peut soit placer un ouvrier ou soit en enlever un pour réaliser l'action, et là, ça va devenir un petit puzzle très intéressant. Donc, un jeu différent, j'ai trouvé ça satisfaisant comme partie. Encore une fois, pas eu l'occasion d'y jouer beaucoup, mais c'est un jeu que j'ai très hâte de pouvoir réessayer. Je continue avec une autre Kickstarter que je l'ai reçu. Et là, celui-là est très, très gros. C'est Tidal Blades. Tidal Blades, si jamais vous ne le savez pas, j'ai fait une présentation sur la chaîne. Donc, une présentation du jeu. C'est un jeu d'aventure. Donc, c'est une histoire qu'on va vivre à travers un monde absolument riche d'une richesse incroyable parce que le visuel, l'histoire de ce jeu-là a été créé par Mr. Cullington, qui sont des artistes que j'adore et ils ont vraiment réussi. Je leur lève mon chapeau parce que c'est vraiment un univers majestueux. Mais à la base, c'est un jeu où on va devoir compléter des challenges. Donc, on a des personnages, c'est un placement d'ouvriers. On va devoir les placer pour réaliser certains challenges avec des dés. Et là, c'est un jeu qui n'est pas énormément complexe, il prend beaucoup de place. On s'entend, la boîte est absolument énorme, c'est pas très agréable dans une bibliothèque, mais j'ai trouvé que le jeu était intéressant parce que c'est une belle aventure. C'est un jeu qui prône beaucoup plus l'élément narratif, l'élément histoire, l'élément qu'on va s'immerger dans le jeu plutôt que les mécanismes de jeu, parce qu'il y a des jeux comme ça qui sont très mécaniques, qui peuvent être excellents, mais il y a certains jeux, des fois, comme Tidal Blades, qui sont mécaniquement parlant, qui sont bien, qui sont pas exceptionnels, mais qui sont pas mauvais non plus, mais que c'est l'immersion qu'on va avoir du jeu qui transforme notre expérience ludique. Donc, pour ma part, Tidal Blades, un jeu magnifique, absolument incroyable, justement, et j'ai très hâte de retourner faire des aventures dans cet univers-là. Je continue ma petite liste ici comme ça, avec un jeu de placement de tuiles que JP avait couvert sur la chaîne. C'est d'ailleurs même JP qui m'a renvoyé la copie parce que moi, j'aime beaucoup les jeux de placement de tuiles comme ça, et l'idée de faire un réseau ferroviaire me plaisait beaucoup. Je trouvais que le concept était intéressant. Tous les joueurs vont créer leur petit concept ferroviaire avec un draft de tuiles, mais aussi un draft d'éléments. Et on va drafter des passagers, des sacs d'argent, des choses comme ça. Donc, plein de petits éléments qu'on va devoir prendre et on va devoir les placer sur notre plateau personnel. Et là, on va devoir tenter de réussir à compléter des rails pour faire des points. J'avais beaucoup d'espoir pour ce jeu-là, parce que oui, c'est un jeu accessible, pas compliqué, mais j'ai trouvé que le jeu manquait clairement de oomph. Il manquait quelque chose. J'ai joué avec un ami qui lui, aime beaucoup ce genre de jeu-là, Carcassonne, des affaires comme ça, et lui a vraiment aimé ça. Moi, j'ai trouvé ça correct, mais je pense que maintenant, comme j'expliquais un peu plus tôt, correct, c'est peut-être plus nécessairement assez pour mes goûts à moi. C'est certain que peut-être même que Traintopia, il y a des gens qui l'ont bien aimé. Et c'est un jeu qui n'est pas nécessairement cher non plus. Mais je pense que j'ai trouvé ça quelconque un peu comme jeu. On va aller de l'inverse. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Valley of the Kings. Alors, Valley of the Kings est un jeu qui existait déjà il y a quelques années. Il venait dans une toute petite boîte et c'était un deck builder très intéressant pour la petite boîte dans laquelle il venait. Maintenant, ils ont sorti une version premium avec des cartes de grandeur tarot un peu plus grandes, avec un jeu absolument magnifique. Le design visuel est vraiment beau. La boîte est beaucoup plus grosse. C'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints en disant « Ah, ben j'ai même eu mon Valley of the King, c'était tout petit. » Mais ils ont pris les 3 versions du jeu parce qu'il y avait 3 versions qui pouvaient se mélanger et ils ont décidé de faire une grosse version de luxe. Sérieusement, j'aime beaucoup les deck builders et là, on retrouve un deck builder pratiquement peu. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui disent « Ah, ben on va prendre du deck building, on va rajouter un placement de tuiles, on va rajouter de contrôle de territoire, des choses comme ça. » Donc, il y a beaucoup de jeux qui tirent à gauche et à droite. Dans Valley of the Kings, c'est un deck builder pur, donc vraiment Dominion-ish. Qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir recruter des cartes, mais ce qui est amusant, c'est que les cartes qui vont marquer des points, c'est les cartes qu'on va pouvoir mettre dans notre tombeau. Et là, on a une carte tombeau et on va devoir glisser les cartes sous la carte tombeau. Et lorsqu'elles sont là, elles ne sont plus dans notre deck, oui, mais on ne peut plus les utiliser non plus. Donc, on va devoir faire une bonne gestion des cartes qu'on va acheter, des cartes qu'on va placer dans notre tombeau,
tombeau et on ne peut pas nécessairement placer autant de cartes qu'on veut dans le tombeau. Donc, une fois par tour, on peut en placer une de notre main. C'est certain qu'on ne pourra pas l'utiliser. Et là, au fur et à mesure de la partie, il y a des cartes qui vont nous permettre de pouvoir faire des effets. Donc, défausser une carte, pouvoir mettre une carte au tombeau. Et il y a énormément d'interactions avec les autres joueurs. Ça, j'ai été vraiment surpris. Donc, prendre une carte de sa main, la mettre dans le tombeau de l'adversaire. Donc, systématiquement, donner des points à l'adversaire pour pouvoir piger 3 cartes. Donc, piger 3 cartes, c'est très intéressant. Mais on a toujours un petit malus comme ça. Et le jeu va venir avec du set collection. Donc, les cartes qui vont faire des points, il va y avoir des cartes avec différentes sortes. Donc, collectionner des livres, collectionner des amulettes, collectionner des sarcophages. Et là, il va y avoir des cartes, donc un élément de cette collection très intéressant. Donc, un deck builder pur, un deck builder bien pensé. La rivière de cartes aussi est vraiment le fun parce que c'est une pyramide. Donc, il y a 3 cartes en bas, 2 cartes et une carte. Et lorsqu'on va recruter, on va devoir recruter les cartes du bas en premier. Et à la fin de notre tour, la pyramide va s'écrouler, si on veut, pour replacer les cartes comme ça. J'ai trouvé que c'était bien pensé. C'est très thématique et c'est un deck builder vraiment pur qui fonctionne à merveille. J'ai vraiment été impressionné. Et la rejouabilité est énorme parce qu'il y a les 3 sets de base et là, on peut faire du mix and match, mélanger les extensions, les choses comme ça. Donc, c'est un jeu très, très intéressant. Ça reste un deck builder pur, donc il faut aimer ce genre de jeu-là. Mais pour ma part, c'est tombé directement dans mes cordes. Un autre jeu que je veux vous parler qui a été un beau coup de cœur, celui-là, mais c'est pas mon coup de cœur de l'année, mais c'est un gros coup de cœur quand même, c'est le jeu Warp's Edge. Alors, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Warp's Edge est un jeu qui se joue uniquement en solo, donc une expérience à un joueur seulement. C'est un jeu de backbuilding, donc on va devoir recruter les jetons qui vont aller dans notre petit sac et on va devoir tirer un certain nombre de jetons qui vont être nos actions qu'on va pouvoir faire pendant le tour. Le jeu est bien pensé parce que le jeu est très facile à sortir. Le jeu vient d'ailleurs avec des petits inserts, donc on va placer les jetons, donc c'est très facile, on les sort de la boîte, on les place là, le setup est fait, c'est vraiment le fun, c'est rapide, c'est snappy, et c'est le genre de choses que j'aime dans un jeu solo. Et après ça, je dirais que c'est très intéressant parce que ce qu'on va faire, on va devoir tenter de vaincre le Mothership, donc le gros vaisseau méchant. Et là, on va devoir affronter des vaisseaux au courant de la partie, recruter des nouveaux jetons, des choses comme ça. Mais, ce qui est vraiment le fun, c'est que lorsqu'on va perdre, donc lorsqu'on va arriver à la fin de notre sac, avant de remettre les choses dedans, on va perdre un tour de warp qu'on appelle. Et là, c'est une espèce d'univers, c'est une espèce de vortex temporel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rewind et on va revenir. Donc, tous les ennemis qu'on a battus, on va les replacer sur la pile. On va reprendre tous nos jetons, les mettre dans le sac. Donc, la deuxième poussée va être faite, mais avec beaucoup plus de jetons. Et là, ça va être plus long et on va pouvoir pousser encore plus loin pour essayer d'aller vaincre les ennemis. Des ennemis différents, il y a 4 vaisseaux différents qui ont des habiletés. Il y a des ennemis aussi différents comme ça. C'est certain que ce genre de jeu-là, c'est le genre de jeu qu'on va jouer souvent. Ça va peut-être demander un peu de variabilité, mais c'est à cause qu'on le joue énormément. Et là, il y a une extension qui est sortie, disponible sur le site. Je sais que c'est une édition Kickstarter. Moi, je n'avais pas backé le jeu, mais là, j'ai très hâte de voir les choses extra qu'il y a de ce jeu-là. Donc, un super bon jeu si vous aimez les jeux en solo. Et si jamais vous n'êtes pas un soliste, c'est le genre de jeu qui peut jouer très, très bien comme premier jeu d'apprentissage. Certain que ça prend le bon mood pour pouvoir jouer à ça, mais je dirais que c'est un jeu qui est très amusant, même si c'est un jeu qui est en solitaire. Donc, je vous le conseille. Mais là, je suis rendu à vous parler de mon gros coup de cœur. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Si vous suivez la chaîne, vous avez probablement déjà une idée de quoi je vous parle, parce que c'est un jeu que j'ai parlé beaucoup dans les derniers temps, et c'est probablement mon coup de cœur de l'an 2020. C'est certain que l'année n'est pas finie encore, mais je pense que ça risque d'être dans le top. C'est le jeu Beyond the Sun. Alors, Beyond the Sun est un jeu qui peut sembler un peu drabe à première vue, parce que les plateaux sont blancs, les cartes sont blanches, il n'y a pas trop de artwork dessus. Il n'y a pas d'images frappantes, des choses comme ça. Mais moi, j'ai trouvé que le design visuel minimaliste était vraiment fonctionnel et fantastique. Je trouve que ça donne un beau cachet au jeu. En gros, dans Beyond the Sun, qu'est-ce que c'est? Vous savez, les jeux de civilisation, on a souvent un aspect d'arbre de technologie. Donc, si jamais je fais une recherche de ça, je vais avoir accès à ça et ensuite je vais faire ça. Et c'est un concept que j'aime beaucoup. Que ce soit des jeux vidéo ou des jeux de société, j'ai toujours aimé ça, devoir gérer un arbre de technologie. Beyond the Sun ne se le cache pas, c'est un jeu où on va devoir gérer un arbre de technologie. Donc, sur le côté, il y a également un jeu de placement, de contrôle de territoire, de majorité, des choses comme ça. Mais à la base, on va devoir rechercher des technologies parce que le thème est que la Terre est en train de mourir. Et là, tout le monde, tous les grands scientifiques du monde se sont joués ensemble pour pouvoir mettre leurs avancées technologiques, pour pouvoir justement quitter la Terre pour aller chercher d'autres planètes. Mais c'est là que le côté coopération arrête, parce que bien sûr, les grosses corporations décident de vouloir faire le plus d'argent, et là, ça devient chacun pour soi. Donc, le thème nous prête à un jeu qui serait peut-être coopératif, alors que non, pas du tout, c'est vraiment un jeu individuel. Mais l'arbre de technologie va être là pour tout le monde. Et là, lorsque la première personne va devoir tenter de trouver une nouvelle technologie, il va avoir le choix, donc il va pouvoir aller à travers les cartes pour pouvoir chercher la technologie qui va donner des nouveaux éléments de jeu.
Donc, une nouvelle place pour placer son ouvrier parce qu'on a un ouvrier qu'on va devoir faire une action. Et là, les autres joueurs, après ça, ont accès à cette technologie-là, ont accès au bonus s'ils veulent, mais ils doivent la rechercher également. Donc, c'est vraiment une espèce de gestion. Si on est les premiers à être là, on va avoir plus de choix sur qu'est-ce qu'on veut voir. C'est un jeu absolument incroyable. Encore une fois, je ne vous prendrai pas trop de temps pour vous en parler parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le jeu. C'est un jeu que j'ai énormément hâte de continuer de découvrir et c'est un des rares jeux que ça ne me dérange aucunement de jouer à 2 joueurs, donc avec moi-même. Et là, c'est drôle parce que d'habitude, les jeux, bon, j'aime les jeux solo, mais j'ai pas toujours la motivation de me sortir devant un jeu solo. Et souvent, un jeu qui n'a pas de mode solo, je vais le tester à 2 joueurs en contrôlant 2 mains pour découvrir le jeu, pour voir comment ça se joue, pour me faire une bonne idée avant de le montrer à quelqu'un. C'est quelque chose que je vais faire de temps en temps. Mais là, dans Beyond the Sun, j'ai du plaisir à jouer à 2 joueurs parce qu'il n'y a aucune information cachée. Donc, je joue les 2 personnages, j'essaie d'optimiser les deux joueurs, mais on ne se fait pas des coups de cochon nécessairement comme ça. On peut se bloquer, on peut faire des choses comme ça. Mais à la base, je me trouve une stratégie avec les 2 et j'y vais. Et là, je vais même me bloquer moi-même. J'ai trouvé ça très intéressant et j'ai rejoué même 2 autres fois en mode solo qui contrôle 2 joueurs et j'ai trouvé que ça fonctionnait étonnamment bien. Et là, c'est rare que je dise ça pour un jeu. Donc, c'est probablement parce que, bon, j'aime beaucoup le jeu aussi, mais le jeu se prête bien à ça. Pas d'informations cachées, pas de grosse gestion à faire. On essaie de faire nos choses, on essaie de placer puis d'optimiser les choses de manière à faire le plus de points. Et là, il y a des petits pouvoirs asymétriques, des choses comme ça, mais j'ai trouvé que le jeu coulait très bien parce que c'est un jeu qui a de l'air avoir énormément de choses, mais au final, c'est un jeu super simple. Et c'est l'élégance de jeu-là, la simplicité de jeu-là qui fait en sorte que j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre ludique et probablement un de mes jeux favoris de 2020. Bon, je prends un grand respire parce que j'avais beaucoup de jeux à vous parler. Je sais que mon débit est très rapide, mais j'essaie de condenser ça le plus possible. Je sais qu'on n'a pas toujours envie, on n'a pas toujours le temps d'écouter des vidéos qui sont nécessairement tout le temps très longs, et c'est le fun d'avoir une petite synthèse rapide. Je sais que même moi, des fois, ça m'arrivait de mettre des vidéos, écouter des vidéos en accéléré. Je vous conseille pas de faire ça avec mes vidéos. Pour certains, je parle déjà trop vite, mais ça me permet de pouvoir justement partager avec vous énormément de jeux, parce que c'est ce que j'aime, de pouvoir avoir cette belle tribune-là, d'essayer plein de jeux pour pouvoir justement vous faire part de mes opinions, pour qu'ensuite de ça, vous ayez une meilleure idée à savoir si c'est un jeu qui peut être pour vous, qui peut vous intéresser. Donc, si jamais il y a des jeux que je vous ai parlé dans ma vidéo aujourd'hui qui vous intéressent, écrivez-les dans les commentaires si vous avez envie d'en savoir plus. Vous avez des questions, des choses comme ça va toujours me faire un plaisir d'y répondre. Si jamais aussi il y a des jeux que vous avez des expériences dans ce mois-ci que vous avez envie de parler, ben justement, profitez-en dans les commentaires de venir écrire ça. C'est toujours très agréable de vous lire, c'est toujours très agréable d'avoir des conversations pour pouvoir découvrir énormément d'autres jeux parce que oui, j'ai parlé de beaucoup de jeux, mais il y en a encore plus qui sortent à chaque mois et c'est toujours le fun de pouvoir avoir une idée pour voir quel va être peut-être notre prochain coup de cœur. Donc, vous avez aimé la vidéo, faites un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, abonnez-vous pour rester à l'affût de toutes les vidéos qu'on va sortir. On a énormément de plaisir à faire ça pour pouvoir justement vous partager nos gros coups de cœur. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!